Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. On va revenir sur cette triste nouvelle, mesdames et messieurs, qui endeuille la République démocratique du Congo actuellement. La mort de M. Chérubin Okende Senga, porte-parole d'Ensemble pour la République, député national, élu de Lukunga, ancien ministre des Transports honoraire. Chérubin Okende Senga est un homme qui a marqué les esprits à travers beaucoup d'actions entreprises, notamment pour l'alternance en 2018. Au sommet de l'État, aussi s'est engagé pour que justement le pays puisse poursuivre son alternance enclenchée depuis 2006. On va prendre quelques réactions liées à ce décès de M. Chérubin Okende Senga. Le docteur Denis Mukwege exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur l'assassinat de l'illustre disparu. Le prix Nobel condamne l'assassinat de Chérubin Okende, appelle les forces vives de la nation pour sauver la nation qui est, selon lui, en péril. Du côté gouvernement, l'assassinat de Chérubin Okende, le gouvernement ouvre une enquête pluridisciplinaire. Plusieurs agences, plusieurs services sont commis à diligenter cette enquête, à savoir notamment la police, l'ANER, la DGM, les FARDC, tous sont mêlés à cette enquête à laquelle il veut associer des services étrangers pour la transparence et établir donc les faits. Assassinat toujours de Chérubin Okende qui mine l'actualité de ce jour. Les premiers éléments révèlent que la mort est survenue par balle. Le premier suspect se trouve entre les mains de la justice. Les indices sérieux sont entre les mains des enquêteurs. C'est le procureur général près la Cour de cassation qui donc donne ces informations. Du côté nouvel élan d'Adolphe Mozito, assassinat de Chérubin Okende, les circonstances qui ont caractérisé ce meurtre aux allures d'un film d'horreur méritent d'être clarifiées, dit ce parti politique. Voilà, les USA et l'Union européenne également ont réagi. Après les USA, l'UE condamne à tour l'assassinat de M. Okende et demande que la lumière soit faite rapidement pour que les responsables soient traduits en justice. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance et bienvenue dans votre émission Grande Tribune de ce vendredi 14 juillet 2023. Deux sujets nous amènent, donc deux sujets vont conduire cet échange. Premièrement, décès, comme je l'ai dit, de M. Okende, les dessous des cartes. Quels sont les dessous des cartes liés à ce meurtre, à cet assassinat de M. le député national? Deuxièmement, dépréciation de la monnaie congolaise, cause et piste de solution. Vous l'avez sans doute remarqué aussi que la monnaie congolaise, ces derniers mois, ne cesse de se déprécier vis-à-vis des devises étrangères. Eh bien, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que la monnaie congolaise est en train de perdre justement sa valeur et comment lutter contre cette dépréciation. Quelles sont les conséquences de cette dépréciation sur le vécu quotidien de la population? Maître Monsieur Mathieu Takizala, bonjour Monsieur Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous dans ce numéro spécial Grande Tribune. Je vous remercie, cher Dan.
je remercie aussi l'équipe technique et même l'équipe dirigeante de la chaîne Congo Base et tous les confrères. En République démocratique du Congo, et je lance vraiment mes condoléances, mes sincères mes condoléances à la famille de M. Okenge, que j'ai connu personnellement, qu'on a échangé dans plusieurs plateaux. Je suis quelqu'un choqué d'essayer de voir des hommes utiles que la nation en a besoin et que ces actes ignobles qui se fait dans ces grandes capitales congolaises qu'on appelle Kinshasa. Et du côté de Paris, je dirais, parce que c'est ma deuxième nation, qui est la République française, la fête nationale, c'est le 14 juillet, sur le terre chez Soda Inconi, Trogadero et puis Champs-Élysées. Donc je crois que, Dan, vous savez, un homme est venu dans ce monde des hommes pour être utile à sa nation. Et Chéribin était utile à la République démocratique du Congo. Je pense que les Congolais ne l'oublieront pas. Mais nous demandons à la justice congolaise vraiment de faire des enquêtes et de nous trouver ceux qui ont fait cet acte ignoble pour faire disparaître une grande personnalité comme M. Okenge. Merci beaucoup, M. Mathieu Takezada, pour votre entrée en matière. Maître Cédric Biengele. Bonjour, monsieur Maître Cédric Biengele. Vous êtes communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Quelle est votre réaction par rapport à ce décès inopiné? Bonjour, très cher Dan. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en CD. Et puis, je salue mon co-débatteur d'en face. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la grande famille de M. Chéribin Okenge. C'est lui qui a servi la nation avec beaucoup de vivacité. En lui, je retiens beaucoup de choses, entre autres les combats et puis son sens d'agir face à des questions qui touchaient la République. Aujourd'hui, vous savez, dans notre Constitution, dans son article 16, c'est de parler de ce qu'on appelle la sacralité de la vie humaine. La personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de protéger toute personne de différentes races ou soit couleurs. Mais ce que nous avions enregistré, ça nous a tous choqués. Parce que vous savez, perdre une intelligence de taille comme Chéribin Okenge, c'est vraiment une grande perte pour la République. Ça nous a vraiment affectés, mais nous attendons. Il y a une série d'actions diligentées par les services pour enquêter, pour pouvoir éclairer l'opinion par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'est vraiment un événement qui a touché et l'opposition et les pouvoirs en place. Raison pour laquelle on essaye de donner vraiment des éclairages face à cette situation. Et puis d'ici là, la population sera éclairée. D'ici là, la population sera éclairée. Il y a une enquête pluridisciplinaire qui est ouverte, mesdames et messieurs. Les services publics sont associés à cette enquête. Comme je l'ai dit d'entrée, l'armée, la DGM, la police et aussi l'Agence nationale des renseignements. Tous ces services sont donc mobilisés pour rétablir la vérité. Nous espérons que cette vérité sera le plus tôt connue et puis les coupables seront justement punis devant la loi. Maître Cédric Biengele, je vous pose la question. Vous avez suivi M. Moïse Katumbi qui parlait d'un meurtre politique. Que répondez-vous? Quel est votre point de vue à ce sujet? Bon, il n'existe pas si vous lisez vous savez, les pays est géré sur base d'une loi qui est la Constitution. Hormis la Constitution, nous avons le code pénal, le code de la procédure pénale. Quand vous lisez les décrets du 30 janvier 1940, tel que modifié à ce jour, portant code pénal congolais, nulle part il est énuméré une infraction, ce que vous qualifiez le maître politique ou soit l'assassinat politique, c'est nulle part. Sauf que la personne Chéribin Okenge, on l'a trouvé assassiné. Jusqu'à preuve du contraire, tous on essaie de se questionner, chercher la nature, voir la nature de ce qui a occasionné sa mort. Au stade actuel, impliquer les gouvernements, c'est aussi une part de l'irresponsabilité dans sa rhétorique. Parce que, vous savez, l'État n'a pas vocation seulement de maîtriser sa population. L'État a aussi ses missions. Il y a ce qu'on appelle les missions étatiques et puis ce que nous avons... Pourquoi est-ce qu'on le tuerait? Quelles sont les raisons qui poussaient à ce que M. Katumbi soit tué? Bon, Okenge.
Au stade actuel, moi personnellement, je ne peux pas aborder la question. Pourquoi? Parce que l'affaire est pendante devant les services. On essaye de décrire la nature de ce qui a occasionné cette criminalité. Raison pour laquelle vous verrez qu'hier, le Premier ministre il a essayé de convoquer tous les services pour enquêter sur les dossiers. D'ici là, nous sert parce qu'il y a une enquête interne comme internationale. Au stade actuel, il ne faut pas impliquer les gouvernements. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas impliquer les gouvernements? Parce que M. Okende ne constituait pas un danger pour le pouvoir en place. Il était candidat député, il a été élu sur une liste électorale à Lukunga. D'abord, ce qu'il a obtenu comme voix, je ne vois pas les quoi il constitue un danger pour le pouvoir en place. Il n'est même pas candidat président de la République. Il a servi la nation comme ministre. Je ne vois pas, après son départ au gouvernement, aujourd'hui s'acharner contre la personne. Moi, je pense qu'au stade actuel, il faudra faire confiance d'abord à nos services, voir dans quelle mesure est possible, on va nous présenter un tableau qui va impliquer la responsabilité de tout et chacun. Parce que s'il y a des complices dans cette affaire, ou soit s'il y a par exemple des gens qui ont compromis à la mort de l'honorable Chéribin Okende, ils seront déférés devant les juridictions compétentes. Moi, je pense actuellement là, avoir cette rhétorique avancée, impliquer les gouvernements dans cette affaire, c'est être irresponsable. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Nous, en tout cas, la famille qui était pleurée, la famille de M. Okende qui est frappée dans sa chair. En tout cas, il faut vraiment que les autorités prennent les dispositions pour sécuriser cette famille, pour accompagner cette famille dans cette dure épreuve. Monsieur Mathieu, DG, je vous pose aussi la question. Monsieur le patrimoine a dit que c'est encore prémédité qu'on puisse qualifier tel ou tel comme étant commanditaire de ce... Quelle est votre analyse de ce décès? D'abord, comment vous avez ressenti? Quels étaient vos premiers sentiments après avoir appris la mort de M. Okende? Un homme abattu, un homme choqué, parce que vu la lutte que nous tous nous sommes en train de faire, c'est pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Parce que, vous savez, vivre à l'étranger, nous savons bien quels sont les étiquetages qu'on colle aux Congolais. Un pays où l'insécurité est l'élément principal, l'ingrédient principal, la pauvreté, ainsi de suite. Et Chéribin Okenge, c'est parmi des Congolais qui ont compris qu'il fallait faire une lutte intellectuelle, parce qu'un intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui obtient des diplômes pour dire je suis ça, mais c'est quelqu'un qui trouve aussi des résolutions le problème de son pays. Et je crois qu'il a essayé, même quand il est arrivé à la tête du ministère de Transport national de la République démocratique du Congo, on a vu que les jeunes gens qui sont aujourd'hui étudiants ont une société de transport. Et c'est parmi aussi des choses que Chéribin a essayé d'évoquer, chercher la mobilité de son peuple. Alors, choqué, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est quelqu'un où on a partagé beaucoup de temps des échanges intellectuels. Et puis, voir aussi que nous sommes entrés à la veille de retourner ce Congo d'Ali Boumaye avec l'importance de la francophonie et de voir encore, ils vont nous coller encore ça dans le regard international. C'est vraiment un vrai problème. Je pense que nous avons des appareils, nous avons des instruments étatiques, par exemple, entre autres, l'administration judiciaire avec tous les compartiments. Il faut que la justice congolaise essaye maintenant de travailler dans ces choses, parce que les semaines qui sont en train de passer, nous voyons que même le petit peuple vraiment paye le prix de ces kidnappings de gauche à droite, et jusqu'à arriver à une personne qui a assumé des responsabilités ministérielles. Je crois que nous tous qui sommes des acteurs publics, ça commence à se poser des questions. Et nous faisons confiance à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Nous disons à la justice de faire son travail et de nous trouver vite fait ceux qui ont fait cet acte ignoble et qui ne sert pas la dignité humaine et ni la dignité de la République démocratique du Congo. L'image de ce pays. L'image de ce pays est remise en péril par cet assassinat. Oui, il ne faut pas. C'est vraiment un acte ignoble que personne ne peut l'accepter. Parce qu'on en a besoin de faire avancer ces territoires, mais avec pas ce genre de signaux en pleine Kinshasa, où on trouve quelqu'un qui a assumé, qui a aussi des diminités diplomates, des parlementaires,
dans un véhicule vraiment estomaqué et nous demandons aux institutions judiciaires, nous les faisons confiance de nous et chercher ces bandits qui traînent encore dans nos rues et leur place c'est la prison. La prison. Alors, monsieur Cédric Biengele, votre lecture de ces enquêtes qui s'ouvrent, l'enquête pluridisciplinaire, est-ce qu'il y a des chances que nous puissions quand même connaître la vérité à long terme ou à court terme? Bon, mon co-débatteur, il a bien essayé de peindre un tableau. Dans notre constitution, il y a ce que nous voyons comme, si vous lisez l'article 68, il est énuméré ce qu'on appelle les fonctionnalités étatiques. Parmi les fonctions de l'État, l'État a la fonction judiciaire, l'État a la fonction législative et puis il a la fonction gouvernementale. Je prends la fonction judiciaire. Il est institué les juridictions dans ces pays. S'il y a une infraction, s'il y a l'ordre public qui est troublé, ces services sont censés de réprimander les auteurs et puis de les mettre devant leur juge naturel. Au stade actuel, il y a une enquête. Selon les services, nous observons tous, ça s'est fait avec beaucoup d'indépendance, au nom de la séparation verticale, horizontale, entre les pouvoirs judiciaires et les politiques. Moi, je pense que faisons confiance à ces services. Dans peu de temps, nous serons éclairés sur la nature de la criminalité que notre cher aîné, Chérubin Okende, a orchestré. Donc, déterminer les délais, c'est trop dur parce que l'affaire est pendante devant le parquet et puis devant les services habilités. Hier, nous avions tous suivi comment le procureur, après la Cour de cassation, il a convoqué ses lieutenants pour diligenter les actions par rapport à cette affaire. Donc, je pense que dans un court délai, nous aurons tous les éléments possibles sur la responsabilité de tout et chacun. Donc, faisons foi à nos services. Donc, d'ici là, la manière dont on a diligenté, je vois que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. D'ici là, suivant la manière dont les enquêtes sont diligentées, je crois que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Maître Biengele, qui est spécialiste du droit. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième thématique, mesdames et messieurs, dépréciation de la monnaie congolaise. Causes, conséquences et pistes de solutions. Je commence avec le spécialiste de ce secteur, M. Mathieu Gizala, qui est économiste. Selon vous, qu'est-ce qui, selon vous, est à la base de cette dépréciation de la monnaie qu'on connaît depuis quelques mois déjà? La dépréciation, c'est une réalité, une effectivité. Quelles sont les causes selon vous? Elles sont énormes, hein, les causes de la monnaie congolaise qui bat l'échelle. Mais le premier sujet est aussi vraiment intéressant. On reviendra sur le sujet économique. Chérubin, c'est un parlementaire. Je crois qu'on doit faire aussi une commission parlementaire. Vous comprenez? Donc, les élus, nous devons former une commission parlementaire pour observer aussi ce qui s'est passé autour de ces meurtres, de ces dignes fils de la République démocratique du Congo. Alors, à ce qui concerne notre économie, tous nous le savons bien, même ceux qui n'ont pas appris l'économie à l'école, l'économie congolaise est dans la rue. Ça veut dire qu'elle n'est pas quadrillée. L'informel est le maître des systèmes économiques congolais. Et le système bancaire est faible. Il n'y a pas 3/4 des Congolais qui ont un compte en banque. Lorsque nous achetons, lorsque nous faisons loger, lorsque nous faisons des mouvements, nous le faisons toujours en dehors des systèmes économiques structurels. Et c'est là des éléments néfastes dans la monnaie. Parce que vous savez bien que le socle de la monnaie, même à l'époque du troc, c'était une autre production en face. Vous avez le bétail, l'autre à l'huile de palme, et vous faites des échanges. Et la monnaie sans production, c'est n'importe quoi. La production aussi, c'est ce que nous consommons. Mais ironie de l'histoire, la République démocratique du Congo a choisi uniquement, on a laissé pendant, on ne fait même pas de réformes dans ces côtés, où que 3/4 des maisons, toutes les maisons que les Congolais se logent, c'est autour de l'informel. Il n'y a pas assez des entreprises et que vous louez votre maison. Mais à la fin du mois, ce monsieur-là qui loue sa maison, est-ce qu'il va payer dans la monnaie locale? Non. Automatiquement, il va aller chercher la monnaie étrangère qui devait être une monnaie d'échange dans des bureaux d'échange pour payer le loyer. Et quand il paye par exemple le Minerval, il regarde quelle monnaie.
automatiquement, ils regardent monnaie d'échange qu'on appelle, tout ça, ainsi de suite. Et ceux qui commercent, comme nous n'avons pas une production locale, ça veut dire que tout ce qu'ils font comme échange commercial, ils achètent en dehors du territoire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, ils ont besoin de ce qu'on appelle cette monnaie de référence internationale pour aller acheter. Or, logiquement, qu'est-ce qui devait se passer? Si on avait assez de Congolais qui avaient un travail structurel, donc leur mouvement d'échange devait se faire dans un circuit bancaire. C'est-à-dire que chacun devait avoir un compte bancaire, comme ça se fait dans tous les États majeurs, et on peut réguler. C'est-à-dire que lorsque, à la fin du mois, l'argent va quitter dans le compte de celui qui consomme en francs congolais, il va payer le loyer en francs congolais, ainsi de suite. Or, aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas le cas. On a resté le dernier. Parce que quand l'individu, les agents économiques, qui sont les ménages et les entreprises, c'est eux qui font aussi la force d'un système économique. Mais lorsque vous les laissez, et les entreprises, et les ménages, en faisant 3/4 des gestes dans l'informel, la monnaie ne peut pas avoir le socle. Et à chaque fois, vous dites il y a trois faits majeurs, l'informel. Oui. Et le système bancaire qui est faible. Le système bancaire qui est donc très peu de Congolais ont compte. Et le chômage. Le chômage. Oui. Voilà, donc ça veut dire que... Parmi les éléments qui sont à la base de la dépression de la monnaie congolaise, il y a le chômage, le système... L'absence de production. L'absence de production. Locale. La dépendance aussi aux matières premières. Oui. La non-diversification de... Oui, mais c'est ce que nous disons. Diversification, ça veut dire quoi? Si par exemple le poulet que les Congolais mangent, ce sont des entreprises qui produisent ça au Congo, automatiquement on diversifie l'économie. Si par exemple les logements que les Congolais se logent et que ce sont des logements que les entreprises font louer aux Congolais et Congolaises, automatiquement on diversifie l'économie. Si par exemple les déplacements des Congolais et Congolaises dans nos villes, ce sont des entreprises et que ça ne soit pas du bord de l'informel, cet argent-là, la terrorisation ne va pas se faire. Ça va être canalisé dans le secteur bancaire. Automatiquement, les choses peuvent être traçabilisées. Et si par exemple, la Banque centrale, qui est le régulateur, avec les taux d'intérêt qu'il assigne autour des institutions financières, et qu'on veille dans les banques, et que les banques aussi empruntent, parce que nous sommes aujourd'hui carrément dans ce qu'on appelle une économie de consommation, qui n'est pas de la production, parce que nos productions, il n'y a pas assez de production au niveau de la République démocratique du Congo, et cela fragilise. C'est-à-dire que nous ne voyons pas tout ça, mais nous voulons résoudre les problématiques économiques. Si nous voulons résoudre les problématiques économiques, nous devons faire des sortes, l'exode par exemple aussi, et parmi des facteurs qui permet aujourd'hui que les gens se cantonnent uniquement dans des coins où il n'y a pas assez de production, et cela fait des spéculations de temps en temps dans le marché congolais. Merci. Je crois qu'il faut aujourd'hui, nous cherchons à relancer l'outil productif de la République démocratique du Congo en commençant par les relances des entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui, ceux qui sont dans le structurel sont en difficulté parce que l'échange se fait du côté de l'informel. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, pour cette belle prise de parole sur les causes de la dépréciation de la monnaie nationale. C'est vraiment une question importante. Je vais passer la parole à Maître Cédric Benguele. Maître Cédric Benguele, quel est votre point de vue à ce sujet? Vous pensez comme le DG, Mathieu Takizala, que tout ce qu'il a énuméré comme facteur concourant à la dépréciation de la monnaie congolaise tienne debout? Il parle du secteur informel, il parle du chômage qui est un chômage endémique. Il parle du manque de production, il parle de la dépendance de notre économie vers les productions extérieures. Voilà, autant de facteurs qui sont à la base de la dépréciation de la monnaie. Vous partagez ce point de vue? Donc, je suis d'accord avec mon frère Mathieu Takizala quand il essaie de peindre un tableau éloquent par rapport aux différents problèmes que nous enregistrons sur l'économie nationale. Par rapport à la stabilisation du cadre macroéconomique, moi je réalise qu'il y a seulement deux binômes indissociables. Nous avons ce que nous appelons l'offre agrégée et puis la demande agrégée. Dans l'offre agrégée sont des attentes de la population. C'est-à-dire la population a besoin de routes de qualité, la population a besoin des hôpitaux, la population a besoin des problèmes liés au social, entre autres paniers de la ménagère. Tout ça, ce sont des demandes que la population réforme à l'État. Et puis l'État, à son tour, il y a ce qu'on appelle l'offre agrégée. Dans l'offre agrégée,
c'est-à-dire la réponse que l'État peut donner face à des questions pendantes, entre autres. Maintenant, ça demande ce qu'on appelle la capacité de la production pour répondre aux besoins de la demande. Maintenant, nous sommes une économie mono-ressources, c'est-à-dire nous sommes restés par ce qu'on appelle les ressources traditionnelles, qui est l'impôt, les minéraux. Mais par contre, au stade actuel, dans des pays des hommes normaux, on essaye de créer beaucoup de productions pour permettre à l'État d'avoir plus de moyens. Il n'y a pas de pays des hommes non, pourquoi j'ai excusé pour les concepts? Parce que les pays ici qu'on a hérité depuis 1960, il n'y a pas des indicateurs clairs, ou soit il n'y a pas de statistiques correctes pour faire avancer ces pays. Nous nous considérons toujours comme un sous-État. Un pays qui a atteint 63 ans d'âge, mais nous nous considérons toujours comme une jeune démocratie. Un pays, au moment où les autres ont emboîté le pôle du développement, on essaie de diversifier certaines économies. Nous restons toujours dans des histoires politiques, à régler des problèmes sur le plan politique. Mais par contre, il n'y a pas une politique qui essaye de développer, de créer la production, comme a dit mon co-débatteur. Quand il évoque le système faible, le système bancaire est faible. Moi, je pense que c'est correct. Prenons le cas, quand vous circulez le centre-ville, dans chaque boutique, il y a des échangeurs de monnaie. Mais par contre, la Constitution congolaise, dans son article 170, cette matière, c'est au niveau de la Banque centrale de fixer les taux d'échange. Par rapport au taux d'échange, il y a des matières réservées à la Banque centrale pour la réglementation même. Il y a un ministère de l'économie qui est censé veiller sur les prix des marchés. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dans chaque coin du pays, il y a des gens qui gardent des 1 million de dollars dans leur maison. Les gens n'ont pas la culture là d'avoir les comptes à la banque. Maintenant, tout ça, ça fragilise notre économie. Mais les gens sont quand même un peu assez sceptiques parce qu'il y a eu des banques qui ont fait faillite et les gens ont perdu leur argent. Nous avons eu la BIAC qui a été liquidée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des Congolais qui n'ont toujours pas récupéré leur argent. Dans le système bancaire congolais, quelque part, il n'inspire pas tellement confiance pour que les gens aillent mettre de l'argent dans les comptes bancaires. Oui, raison pour laquelle... Ils pratiquent la thésaurisation, comme on le dit. Raison pour laquelle l'État est là de veiller sur la qualité de banque. C'est-à-dire, quand vous créez... L'État congolais même a des... Est-ce que nous avons des banques, nous les Congolais. La banque congolaise, une banque commerciale congolaise. Bon, nous avons une pléthorique de banques privées, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réglementation totale de veiller sur la sécurisation, comment le banque gère les clients. Mais si ça pose problème, il y a ce qu'on appelle les déficits en termes de la confiance entre les gens qui déposent leurs moyens à la banque, c'est déjà un problème que l'État est là pour veiller, pour sécuriser sa population. Lorsqu'il y a l'insécurité au sein des banques, c'est ce qui crée ce qu'on appelle, c'est ce qui crée la rupture en termes de confiance entre les gens qui déposent leurs sommes à la banque. Raison pour laquelle nous demandons à l'État, parce que nous sommes une économie informelle, comme a dit les co-débatteurs. Là, ce n'est pas une question de réfléchir pour répondre sur le plan politique, mais prenons au sens réel. Ce sont des problèmes que nous rencontrons du jour le jour. On sait, par exemple, l'État doit veiller, si c'est que nous voyons aussi à la cité d'échanger des monnaies de gauche à droite, il faut qu'il y ait quand même cette politique-là de réglementation. L'État doit veiller parce qu'au stade actuel, on ne sait même pas à réfléchir quel est le taux de la Banque centrale. Mais parce que chacun de nous, quand vous sortez, essaie de numérer de sa manière. Raison pour laquelle nous demandons l'implication de l'État. L'État doit créer beaucoup de pôles de développement au sein des zones d'activité territoriales. Parce qu'aujourd'hui, même les gens qui sont au village, ils veulent seulement investir à Kinshasa. Mais par contre, il y a beaucoup de chômeurs à Kinshasa. Quand vous allez dans nos provinces, n'en parlons même pas. Il y a un sérieux problème de... Merci beaucoup. Il y a les chômeurs qui touchent la population. Merci beaucoup, maître Cédric Bienguélé. Monsieur Mathieu Takizala, dites-nous un peu. Bon, on vient de parler des causes de la dépréciation de la monnaie nationale. Parce que cette émission, elle a une vocation pédagogique pour cette fois. On veut vraiment que la population soit informée. Parce que ce qu'on entend la cité, quand on cite parfois les autorités, tel travaille mal, tel travaille mal. Il faut que nous connaissions la structure, le fonctionnement de notre société pour pouvoir opiner sur des questions aussi techniques. L'économie, c'est une question technique. Ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder à donner une opinion qui soit vraie et sérieuse sur cette matière. Donc, il faut être initié pour pouvoir donner des bonnes
idées à ce sujet. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, on vient de parler des causes de la dépréciation de la monnaie nationale. Quelles sont les conséquences dans les vécus quotidiens de la population? Après, nous allons parler aux propositions. Elle est énorme, hein, les conséquences. Quand vous avez un système économique qui se popularise, ça veut dire qu'entre autres, nous plairons chérubins ce matin. Vous allez voir que la délinquance va s'augmenter. Dans toutes les républiques où le chômage est arrivé comme une pandémie, automatiquement, Arlène, l'autre fois aux États-Unis, c'était extrêmement difficile pour sillonner. Moi, je sais par exemple l'expérience française, lorsque la mondialisation économique est arrivée et que les industries se sont installées dans des pays à production à bas coût, automatique. Qu'est-ce qui s'est passé dans des banlieues françaises? C'était quelle insécurité. Mais après, les politiques publiques ont fait des sortes pour créer ce qu'on appelle des zones franches urbaines pour remettre l'entreprise au cœur de l'action et pour permettre à occuper les uns et les autres l'école de deuxième chance. Parce que tout le monde ne peut pas devenir universitaire, mais même ceux qui n'ont pas étudié à l'université ont le droit au chapitre, normalement dans la Constitution, parce que les avocats aiment bien les clauses de la loi fondamentale. Dans la Constitution, le travail, c'est un droit pour tout Congolais. On doit rassurer à chaque Congolais le travail. Mais nous, on a fait 63 ans. Est-ce qu'on a donné à tout Congolais le travail? Je ne pense pas. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que du côté congolais, nous devons... Et puis l'économie, c'est aussi... Il y a 3 pôles qui fait, et 4 même. La première, c'est la famille. Vous voyez, les familles congolaises sont faibles aujourd'hui en ressources. Parce que 3/4 des familles, il n'y a pas de travail. Le denrée rare chez des familles congolaises. Et la deuxième, c'est l'administration. Vous voyez que nous ne finançons pas assez l'administration congolaise, les petits enfants, l'administration de l'emploi, l'administration de la formation académique des uns et des autres, la formation professionnelle. Nous n'avons même pas cet accent particulier par rapport à nos défis, par rapport à nos réalités. Et puis c'est quoi encore? C'est... les entreprises. Les entreprises, on le partage dans des pôles. L'entreprise étatique et l'entreprise privée. Normalement, le mariage entre l'entreprise étatique et l'entreprise privée, aujourd'hui, il y a une scission. Les grandes entreprises de la République démocratique du Congo devaient commencer à opérer avec les petites entreprises de la République démocratique du Congo pour que les petites entreprises ont cette force d'occuper beaucoup de gens et de devenir aussi clients par des grandes entreprises. Mais ironie de l'histoire, on a choisi à faire ça inversement et nous voyons, et puis l'épargne. Vous voyez que dans tout système économique, vous entendez l'expression fonds de pension américaine, c'est quoi? Ce sont des épargnants qui ont épargné et qui développent aussi pour financer l'économie. Aujourd'hui, l'économie congolaise, elle n'est pas financée. Et quand l'économie n'est pas financée, on le finance par quels outils? On le finance par des entreprises, on le finance par des politiques de grands travaux, on le finance aussi par le crédit accordé aux ménages pour que les ménages puissent permettre à l'économie d'avancer. Donc le ménage aujourd'hui, le taux de crédit destiné aux ménages congolais, elle est faible parce qu'on ne peut pas les donner, parce que 3/4 n'ont pas de revenus. Donc on ne travaille pas. Et les moments où on fragilise déjà la famille congolaise, automatiquement, nous devons oublier l'économie réelle d'un État. Et puis quoi encore, c'est ce que nous jetons dans l'institution qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire que normalement, moi j'ai jamais compris comment à chaque fois, par exemple dans le secteur de l'économie, le ministère de la Finance publique, le ministère de l'Industrie, le ministère du Portefeuille, le ministère de Budget, ministère d'économie, pourquoi on scinde chaque fois? On a besoin des ressources, il faut qu'on injecte de l'argent du côté de la production ou de l'infrastructure dans le pays. Mais nous avons des déficits dans tous les secteurs, mais pourquoi à chaque fois nous devons avoir des gouvernements gigantesques? Je crois qu'il faut avoir un gouvernement de taille comptable qui peut permettre que nous puissions faire des économies budgétaires et pour cet argent, nous injectons par exemple dans la petite enfance et par la création d'emplois pour les jeunes gens et pour le monde rural et le monde urbain en République démocratique du Congo. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un compte bancaire s'il n'a pas de travail. Donc il faut d'abord locomotive, les gens doivent avoir le travail. Et pour que les gens puissent avoir ce qu'on appelle le culture bancaire ou le culture financière. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, 3/4 des Congolais vivent en dessous de la pauvreté. Et ceux qui restent avec une petite revenu, beaucoup ne comprennent même pas aussi les obligations de la gestion financière. Donc, il y en a, ils gagnent des $2,000, mais ils consomment $3,000. Et les $1,000 vont venir où? Et d'où ça pompe plus aussi les insécurités financières, ou ce qu'on appelle communément, le président Tshisekedi veut l'écraser, la corruption.
Vous voyez, c'est l'une des épines du XXIe siècle de la démocratie du Congo, chers compatriotes journalistes. Je crois qu'il arrive à un temps, il faut que nous puissions faire ce qu'on appelle une section d'orgueil intellectuel, de comprendre qu'il faut donner la chance à tout Congolais, il faut permettre à toutes les entreprises qui sont établies dans le territoire de nous aider, parce qu'on ne parle pas assez de l'entreprise. L'entreprise, on le parle avec des chiffres. Vous avez parlé des statistiques, l'Institut statistique, quels sont les moyens on le donne? L'Office des demandeurs d'emploi, quels sont les moyens on le donne? Donc il faut que tous ces instruments qui peuvent nous permettre, par exemple les chambres de commerce, les chambres d'industrie, les chambres d'agriculture, devaient être partout dans le territoire pour accompagner les professionnels du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'entreprise en démocratie du Congo, nous voyons les fédérations, les syndicats d'entreprise. Non, il faut voir ce qu'on appelle les corps qui encadrent les entreprises, qui forment le réseau. Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Nous pensons que l'informel, c'est une solution. L'informel, ce n'est pas une solution. Parce que quelqu'un qui est dans l'informel, est-ce qu'il y a une sécurité sociale pour ces messieurs? Ou c'est une dame qui est en informel? Est-ce qu'il peut se former? Est-ce qu'on s'adapte vraiment de manière du XXIe siècle? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épines, mais maintenant, il faut chercher des résolutions pour permettre à cet État qui devienne comme avant. Comme avant, justement. Monsieur Maître Cédric Benguel, votre point de vue, quelles sont, selon vous, les conséquences de cette dépréciation de la monnaie nationale qu'on est en train d'observer ces derniers mois ici en RDC? Bon, il y a beaucoup de conséquences. D'abord, si la gestion de ménage, ça pose un sérieux problème parce que ça crée même une crise totale entre les animateurs et la population. Vous savez, au stade actuel, moi, j'interpelle toujours aux autorités congolaises de revenir au bon sens. C'est-à-dire d'appliquer réellement les missions étatiques. Parce que, hormis la fonctionnalité, l'État a ses deux missions. Entre autres, l'État doit toujours se comporter comme un État régalien et puis comme un État provident. Parce que dans la mission régalienne de l'État, il revient ce qu'on appelle l'ordre public. Dans l'ordre public, nous avons la sécurité publique, la tranquillité publique et puis la salubrité publique. Parce que l'État est censé sécuriser sa population. Quand il n'y a pas une bonne sécurité, c'est ce que nous voyons, il y a des maîtres, nous enregistrons des assassinats tous les jours, nous enregistrons des histoires de Mobundo, presque, ça crée une psychose à la population. Ce sont des cas que l'État doit toujours appliquer ses deux missions. Et puis l'État, comme un État provident, l'État doit créer les entreprises pour régler les problèmes de chômage. L'État doit créer beaucoup de pôles de production au niveau des provinces. Si aujourd'hui, les programmes 145 territoires ne restent pas un programme cosmétique, mais si réellement c'est un programme effectif, ça pourra aussi régler beaucoup de difficultés que nous enregistrons dans ces pays. Si aujourd'hui l'État congolais essaye de mettre une politique en termes d'emploi qui est des statistiques nécessaires, voire depuis 1960, on a augmenté dans quel nombre? Aujourd'hui, nous avons combien de routes? Aujourd'hui, nous avons combien des hôpitaux? Nous avons combien de populations? Parce que nous sommes les rares des pays où on n'arrive même pas à savoir qui sont des Congolais, qui ne le sont pas. Nous sommes on est resté les seuls pays au monde où on n'arrive même pas à avoir la statistique correcte sur le nombre de la population que nous avons. On est resté toujours dans l'imaginaire. Moi, je pense que l'État doit se comporter, l'État doit remplir ses missions pour faire face à ces fléaux qui touchent à la population. Parce qu'on ne peut pas rester toujours comme un sous-État. Nous devons aussi mettre des outils nécessaires pour faire avancer ces pays. Parce que, vous savez, quand nous avons une politique de 5 ans, c'est une vie qui dépasse aussi de 5 ans. C'est-à-dire, un enfant qui avait 5 ans avant la cession du pouvoir, après 5 ans, il aura 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une politique nécessaire en termes préventifs. Parce que dans cette société, nous risquerons dans les jours à venir d'avoir plus les enfants de la rue, d'avoir les enfants... Vous ne voyez que les politiques qui doivent prendre des taureaux par le cornes pour changer la situation. Or, vous savez, cher, dans les traditions de Takiza, là, il a essayé de définir l'État. L'État, c'est juste l'ensemble des institutions qui opèrent dans un territoire. C'est l'État qui répond juste aux besoins de sa population. Quand, par exemple, les services de l'État est faible, vous voulez quel résultat? Quand l'administration pose problème, vous voulez quelle réponse? Raison pour laquelle nous demandons toujours à l'État qui est comme le Père. L'État est comparable à Dieu. C'est à Dieu qui nous donne des solutions relativement à la gestion de l'État. Raison pour laquelle nous suggérons toujours aux autorités de prendre ces deux responsabilités à main. L'État doit se comporter comme un État commerçant, comme un État entrepreneur pour régler des problèmes de sa population.
Étant donné que nous restons toujours comme un État faible, nous allons toujours pleurer du jour. Alors, monsieur le DG, Mathieu Takizala, est-ce que vous pensez que les autorités politiques ont un rôle crucial dans cette situation, cette question que nous vivons, cette situation que nous vivons actuellement, la baisse du pouvoir d'achat, il faut qu'on le dise de cette manière-là. Oui, mais parce la baisse du pouvoir d'achat. Oui, mais parce que le politique public, ce sont des autorités qui le mettent sur l'espace public. D'une façon globale, nous avons par exemple le Parlement qui vote les lois. Nous avons par exemple le Sénat qui défend la ruralité, les communes, on appelle en général la Chambre des communes. Nous avons par exemple les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciaux qui devaient défendre un peu les développements de chaque province et en mettant des politiques en place pour que dans chaque province, qu'on puisse créer et accompagner les entreprises, les administrations et former les uns les autres. Donc c'est là, on ne peut pas échapper dans l'expression qu'on appelle l'État. Donc l'État, il faut aussi que nous puissions aussi avoir cette culture d'avoir des grands chefs d'entreprise. Dans chaque pays aujourd'hui, en plein 21e siècle, la gestion entrepreneuriale est différente à la gestion administrative ou politique. Vous allez voir qu'il y a toujours cette culture des grands patrons, des grandes personnalités, des coachs dans le monde de l'entreprise qui arrivent uniquement pour trouver des solutions. Aujourd'hui, 3/4 des entreprises étatiques, du portefeuille, sont en difficulté. Normalement, il faut trouver des sauveurs. C'est ce que nous devons mettre à la tête parce que ces grandes entreprises ont un rôle. Parce que ce sont des meilleurs clients pour les petites entreprises. Donc si déjà les grandes entreprises, on le fragilise et qu'on ne trouve pas des coachs qui peuvent venir pour redresser ces entreprises, est-ce que nous devons continuer toujours à laisser ces entreprises à 100% des capitaux publics? C'est ça aussi le vrai problème. Est-ce qu'avec des capitaux publics, aujourd'hui on a des moyens de redresser vraiment ces entreprises? Est-ce que l'outil productif de ces entreprises est en phase de la réalité du XXIe siècle? C'est ça aussi le vrai problème. Est-ce qu'on peut prôner une culture économique sans financement autour de l'économie? C'est le vrai problème. Où on va trouver le financement? Il faut créer plus d'actifs dans le territoire parce que chaque actif a un rôle. L'actif professionnel est particulier. C'est ça l'étanie des choses que nous ne comprenons pas assez à l'heure actuelle. Donc nous devons maintenant faire de sorte que ça suffit. Maintenant, faisons des choses comme des grands. Et vous dites politique. Mais vous savez, le rôle de Mao, il a fait quelque chose de très très important pour la population chinoise. Avant Mao, la Chine n'était pas cette Chine qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler par exemple, le président Erdogan, quand il arrive en Turquie, Turquie n'avait pas cette économie qu'il a aujourd'hui. On peut parler par exemple, Mohamed VI qui est aujourd'hui le roi de Maroc. Lorsque Mohamed VI arrive au pouvoir, l'économie marocaine n'était pas cette économie que nous avons aujourd'hui. On peut vous citer les ans. C'est ça le rôle politique. Le rôle politique, c'est quoi? C'est permettre à chaque secteur d'activité de créer des innovations, un rebond vers l'avant. La politique, ce n'est pas uniquement l'occupation des postes. Et la politique, c'est une façon de faire sectoriellement. Lorsqu'on vous nomme ministre de l'Environnement, vous devez avoir des résolutions. Et vous devez avoir aussi des acteurs sectoriels dans ces, parce qu'elle est transversale et que ce sont ces acteurs sectoriels qui peuvent appliquer la politique publique que vous mettez en place. Mais si sur le terrain, nous ne créons pas assez d'acteurs sectoriels, automatiquement, un politique tout seul, c'est comme un poisson qui n'a pas l'aquarium. Donc automatiquement, où il n'y a pas un cours d'eau, il va mourir. Le climat des affaires permet-il à ce que les entrepreneurs congolais puissent émerger pour soutenir justement cette économie qui est en... Si ce climat d'affaires était au top comme à l'époque des Arbel Ndele, on devait avoir des litanies, des sagas congolaises, des entreprises congolaises et l'essor des développements des banques, des capitaux locales. Et on pouvait avoir pas ces genres de taux de chômage que nous avons aujourd'hui. On ne devait pas avoir à chaque fois cette spéculation qui arrive autour de la monnaie. Parce que la monnaie aujourd'hui est celle, il n'y a pas un socle. Qu'est-ce qui empêche aux banques commerciales, qui empêche aux banques commerciales de doter les entrepreneurs congolais des capitaux, des crédits pour qu'ils puissent justement... Mais aujourd'hui, les banques d'abord, à chaque fois, vous savez, il n'y a pas de garantie, il y a tout ça. Bon, le gouvernement actuel, en 2017, ils ont créé un fonds de garantie qu'on appelle FOGEC pour les entrepreneurs. Il faut, on voit maintenant quel est le capital qui est dans ces fonds. Donc, c'est ça aussi le vrai problème. Moi, j'ai toujours dit, nous avons des institutions financières du côté congolais. Nous avons par exemple la banque d'assurance qu'on appelle Sonance. Nous avons par exemple INSS, tous les cotisants que nous déposons, qui est l'équivalent des fonds de pension par exemple américaines. Nous avons par exemple la CADECO. Nous avons ainsi de suite. On peut fusionner.
On fusionne, on crée ce qu'on appelle banque publique d'investissement, qui va avoir une branche cautionnaire et puis une branche d'assurance. Où à chaque fois, quand un entrepreneur qui est en République démocratique du Congo se présente devant une banque commerciale ou une banque de développement, une banque d'investissement, une banque agricole, automatiquement, l'emprunt que l'entrepreneur ou l'entreprise va prendre va être garantie à l'auteur, par exemple, de 60%. C'est ce que les Français ont fait lorsque l'arrivée du président Hollande. Parce qu'il y avait un instrument financier qui accompagnait les entreprises dans le territoire qu'on appelait OSEO, mais qui n'était pas compétitif par rapport aux Allemands. Qu'est-ce que le président Hollande fait? Il crée Banque publique d'investissement et à la tête de Banque publique d'investissement, comme c'était la logique de la gestion entrepreneuriale, on prend un entrepreneur français à succès qui peut comprendre le monde de l'entreprise et le financement de l'entreprise. On le met à la tête comme directeur général Banque publique d'investissement. Et en créant des hommes capables d'accompagner et de comprendre les entrepreneurs et les entreprises dans le territoire. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous ne voyez pas que lorsqu'une entreprise va aller chercher de l'argent, le durée des remboursements est court, les taux d'intérêt c'est plus revolving, ainsi de suite. On laisse 3/4 des commerçants dans ce qu'on appelle microcrédit. À un moment, il faut comprendre aussi. Donc, microcrédit, limite, on peut l'appeler crédit de consommation. Or, là, on parle de crédit d'investissement. Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, il faut maintenant que nous puissions maintenant chercher des voies et moyens d'aller au-delà. Et puis, il faut associer de temps en temps ceux qui sont sur le terrain. Au lieu d'à chaque fois nous dire, voilà, on a appelé un syndicat de patrons. Non, dans tout le pays, le syndicat patronal existe, mais il y a aussi ce qu'on appelle les organisations professionnelles pour les entreprises ou ce qu'on appelle les chambres consulaires. Les chambres d'industrie, les chambres de commerce sont absents en République démocratique du Congo aujourd'hui. Tout à fait, les chambres consulaires, les chambres de commerce sont absentes en République. Alors, monsieur Maître, vous êtes juriste, mais dans votre réflexion, dans votre manière d'aborder la question, dans votre manière d'aborder la situation, vous pensez que quelles peuvent être les pistes de solutions? Parce que beaucoup de Congolais nous suivent, même à l'étranger, les gens se plaignent des conditions moroses dans lesquelles nous vivons, le chômage, tout ça. Comment on peut faire pour résister à ces fléaux qui sont devenus inhérents à la société congolaise? Quand on parle de la RDC, on voit le chômage. Quand on parle de la RDC, on voit le secteur informel. Quand on parle de la RDC, on voit la non-diversification de l'économie. Quand on parle de la RDC, on voit un pays qui dépend de l'extérieur à plus ou moins 70 ou 80%. Selon vous, comment on peut arriver à changer des paradigmes? Et ça peut nous prendre combien de temps déjà? Ça peut nous prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Bon, c'est juste une question de volonté politique parce que, vous savez, nous sommes une économie malade, mais l'État congolais se comporte toujours comme un État stable, même en termes de dépenses. Vous savez, pour maîtriser les cadres macroéconomiques dans notre pays où nous avons une économie extravertie, il est question de faire la restitution en termes même de dépenses. Même quand vous voyez dans nos institutions, vous verrez qu'il y a une pléthorique des institutions. Il y a certaines institutions qui sont même des institutions budgétivores. Face à une économie malade, vous avez une assemblée nationale de 500 députés où les députés ils travaillent pour 6 mois au lieu de 12 mois de l'année et puis ils sont payés pour 12 mois. C'est déjà un problème. Pourquoi pas d'appliquer même les systèmes de gestion de présence comme ça s'est fait ailleurs, dans des économies stables. Vous verrez une économie malade où les gens commencent le travail à 10 h pour finir à 14 h, 15 h. D'abord, l'administration pose problème. Tout ça, ça demande un redressement total. Parce que là, au Congo, l'administration est mal conçue. Ceux qui travaillent chez l'État, c'est-à-dire, c'est les laisser aller. Ce sont des histoires que nous devons juste recadrer. Au stade actuel, il est question de créer, de recréer ce qu'on appelle les pôles de développement dans chaque province. Faire ce qu'on appelle créer en termes des infrastructures routières. L'État doit créer les hôpitaux, l'État doit créer ses propres entreprises, l'État doit se comporter comme un État commerçant pour répondre aux besoins de sa population. Au stade actuel, il est question de valoriser notre monnaie interne parce que le franc congolais a perdu sa valeur. Le franc congolais, on le valorise que dans la production, effectivement, la création de richesses, effectivement, la valorisation des services congolais. La production est faible, les services très faibles, création de richesses. Et vous voulez que la monnaie soit... La politique de crédit
Vous savez, quand vous allez même dans nos banques la politique de crédit, commerciales... elle est bonne, mais si vous avez un climat des affaires qui est morose, vous allez perdre votre argent. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous savez, l'État congolais, au stade actuel, nous devons se comporter comme un État responsable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quand même une dose de la rigueur, même dans notre système de gestion. L'ami, il a évoqué les problèmes de la corruption qui élit domicile dans notre gestion. Vous savez, quand la corruption dans une économie malade devient un style de vie, c'est un danger. Parce qu'au stade actuel, nous sommes dans une salle d'urgence. Il ne faut pas amener des solutions avec des non-techniciens. Au stade actuel, ça demande des techniciens, les gens qui maîtrisent la situation avec des solutions, pas des solutions cosmétiques, mais des solutions efficaces pour redresser cette économie malade. Ça nécessite des moyens nécessaires pour que l'État congolais puisse redresser son économie. Parce qu'avec tout ce que nous avons ici, quand le demande dépasse l'offre, c'est un danger. Nous sommes une économie où la production est faible, mais il y a plus de demandes. Mais l'État n'est pas en mesure de répondre. Ce qui fait l'État fait recours aux emprunts internationaux. Ces emprunts, à des fois, les taux ne sont pas bien fixés parce que nous sommes une économie faible. À des fois, même en termes de négociation, quand l'État congolais essaye d'emprunter à l'extérieur, d'abord, en matière d'emprunt, pour discuter, il faudrait aussi qu'il y ait faudrait aussi vous ayez ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Mais quand vous n'avez pas la valeur ajoutée, vous allez toujours négocier comme le faible. Comme une économie malade, nous négocions toujours avec nos partenaires comme le faible. C'est ça la politique que nous devons juste éviter. L'État doit se comporter avec beaucoup de responsabilités. Parce que nous sommes une économie boiteuse. Donc, nécessite que des solutions efficaces. Nécessite que des solutions efficaces. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, on va finir avec vous. Il nous reste maximum 6 minutes pour clore l'émission. Alors, je vais vous donner 4 minutes et lui aussi, disons 3 minutes et lui aussi 3 minutes. On va clore le débat. Le modèle de la Chine qui, il y a 60, 50, 70 ans, n'était pas cette Chine que nous connaissons aujourd'hui. D'où est parti le déclic? Bon, le déclic, c'est en fait l'élite chinoise, en commençant par le groupe des 4, le groupe des Mao, ainsi de suite, qui ont compris. On dit, bon voilà, si vous manquez quelque chose, ce qui peut vous sauver, c'est le travail. Et ils ont mis ça dans la tête en organisant leur façon de faire. En disant, ce sera ignoble ou ridicule que ce que les Chinois consomment vienne dans les autres économies. Nous parlons de la monnaie. Vous voyez, en 2006, la crise de la monnaie, de liquidité des États-Unis d'Amérique, le président Obama, qui était juriste, qui n'était pas économiste comme moi, était au pouvoir. Et vous voyez l'habilité du président Obama. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a abandonné une institution bancaire parce qu'une institution bancaire sans production, sans les agents économiques, sans les acteurs économiques, n'a pas de sens. Qui était le Man Brothers, mais il a soutenu la production autour de l'indice Détroit, l'indice de l'automobile, pour permettre qu'à travers cet indice de l'automobile, ça va relancer le système économique congolais. Le président Macky Sall arrive au niveau de la République sénégalaise. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle un plan Sénégal émergent pour permettre, et puis lui, à son tour, il va lever le Sénat pour injecter de l'argent autour de l'économie productive. Donc, il faut faire des choix dans la vie. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, cette économie a commis beaucoup de crises socio-administratives, politico, mais on n'a pas vraiment le repensé avec un plan. Et la guerre mondiale nous a donné, par exemple, la guerre de l'Europe, où l'Europe était en 1945. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un plan qui sauve les économies européennes. Aujourd'hui, normalement, nous devons restaurer l'économie congolaise à travers un plan. Et ce plan-là doit passer autour des acteurs, des entreprises qui sont élus déjà domicile à la République démocratique du Congo. Ceux qui exercent aujourd'hui sont d'abord en difficulté. Et puis, il faut auditer les grandes entreprises congolaises. À quoi sert, par exemple, on va faire le jeu, à chaque fois on nomme les gens, mais les besoins, pourquoi celui qui était avant lui a échoué? C'est ça aussi très très important. Et est-ce qu'il avait tous les moyens pour manœuvrer? Donc, je crois qu'il faut que nous comprenions que nous sommes en retard. Et un homme en retard n'a jamais été agité. Il doit être quelqu'un qui est conscient, debout, qui travaille pour que le retard puisse être puis l'ingrédient devant lui, mais derrière lui. Donc je crois, aujourd'hui, le vrai problème, c'est celle-là. Nous voulons que une nation. Et quels sont les déficits qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo? Quels sont nos atouts? Et ce qui est aussi, vous voyez, quand l'économie est en crise, on sauve d'abord les acteurs. Vous avez vu maintenant avec Covid-19,
la guerre d'Ukraine, vous avez vu toutes les grandes ministres d'économie des États majeurs, qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, un plan pour l'entreprise, un plan pour le ménage. Une minute pour finir. Vous comprenez? Oui. Donc, où on baisse l'imposition, où on donne les crédits à taux zéro pour relancer le mécanisme. Dans l'entrepreneuriat, oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les défis? Un entrepreneur ne parle pas de difficultés, il parle de défis. Le défi, d'abord, avoir le travail, parce que le travail, on l'a laissé de côté de l'informel. Moi, je suis dans l'ingénierie de la mécanique. La mécanique, vous sillonnez dans toutes les grandes villes. Non, je suis dans la formalité. Mais, dans cette ingénierie, c'est uniquement l'informel qui est maître. Les Congolaises et Congolais achètent des véhicules. On met des gens pas autour des entreprises. Ils achètent des pièces de rechange du côté. Or, quelles sont les politiques publiques que nous mettons dans ces secteurs-là pour verrouiller, pour permettre que ce secteur revienne du côté de la formalité et pour que nous puissions créer de la valeur dans ce secteur. C'est un secteur qui a été oublié et abandonné où à chaque fois, vous savez, il y avait une chanson ici, mécanicien, tout ça. Regarde d'abord ces gens, la restauration. C'est aussi parmi des secteurs qu'on peut caser beaucoup de gens. L'industrie de la nettoyage. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans notre pays, la saleté, tout le monde parle de la saleté, mais on ne comprend pas que c'est un secteur d'activité économique où les entreprises doivent s'émerger pour que nous puissions faire une valeur ajoutée économique en la démocratie du Congo. Financer les entreprises, donner les entreprises de contrat de travail. Vous allez voir que quand une entreprise a le marché, automatique, évitons le système que nous sommes en train de faire des conflits d'intérêts. Ça n'arrange pas la République démocratique du Congo. Ou vous êtes politique, ou vous êtes commerçant. Si vous voulez être commerçant, le président Trump était commerçant. Lorsqu'il arrive au niveau des États-Unis comme président de la République, il était pris aux affaires comme chef d'entreprise. Donc c'est ça aussi qui freine le développement des entrepreneurs de la démocratie du Congo. Les conflits d'intérêts, il y en a assez dans ce territoire. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans notre pays, la RDC. Il faut que cela cesse. Il faut aussi que le Congolais puisse se prendre en charge. Il faut que le Congolais sache où ils vont, quelles sont les directions qu'ils prennent. Il faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier que après nous, il y aura d'autres personnes qui viendront. Donc, il faut que nous ayons des actions responsables, que nous puissions nous réfléchir et définir les pistes de solutions qui pourront à même de relever ce pays. Parce que si nous, on n'avance pas, les autres avancent. Demain, on se réveillera, d'autres, ceux peut-être qui sont des États qui sont justement en Afrique, peuvent être très très avancés par rapport à nous. Ça sera dommage et très très... Alors, Maître Cédric, on va finir. Parmi les solutions à proposer, il y a aussi l'accompagnement des entrepreneurs. L'accompagnement de ces jeunes, de ces personnes qui ont envie d'entreprendre, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Mais il y a ce problème du secteur informel qui bat de l'aile, qui est important, qui domine le secteur économique. Comment est-ce qu'on peut réguler cela? Ceux qui vont dans le formel sont en difficulté énorme. Ont difficulté énorme à avoir des clients, qui sont... comment faire pour repaiser la balance? D'abord, cher Dan, vous devez comprendre que la RDC est rare de pays africains où nous avons des terres cultivables en termes d'agriculture. Mais vous verrez que le secteur est faible. D'abord, certains n'est même pas considéré. Mais si aujourd'hui la RDC arrive même à appliquer ce qu'on appelle l'état d'urgence agricole, c'est aussi une solution. C'est parmi les panacées pour régler les problèmes de la crise alimentaire. Mais dans quelles conditions ces gens-là font l'agriculture? Vous verrez, nous sommes restés les sous-États où l'agriculture se fait toujours de formats traditionnels. Mais l'État congolais, il n'y a pas assez d'efforts dans ces secteurs. Raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un état d'urgence agricole dans toutes les provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de problèmes de la création de petites et moyennes entreprises. Les entrepreneurs congolais sont abandonnés à leur juste sort. Si aujourd'hui l'État sécurise les entrepreneurs en octroyant ce qu'on appelle les crédits, ça va favoriser, parce qu'aujourd'hui il y a une crise de confiance entre les entrepreneurs et l'État. Parce que vous verrez, il y a des pourcentages qui règnent à tous les niveaux. Un jeune entrepreneur, il quitte, par exemple, mon frère quittait l'Europe pour venir s'installer au Congo. Si vous lui posez des questions, ce qu'il rencontre comme difficulté, vous allez pleurer. Mais quand vous verrez l'économie avancer, la majorité sont des privés.
un privé qui arrive à embaucher, par exemple, quand nous parlons, par exemple, il y a les taux faibles, il y a les taux faibles des chômages. La majorité, c'est quoi? Ce ne sont pas des privés qui arrivent à embaucher 50 personnes, 20 personnes. Il y a des expatriés ici qui sont ici depuis 30 ans, 40 ans, mais on a l'impression que leur entreprise est florissante. Ces entrepreneurs sont des entrepreneurs étrangers, des Libanais, des Indiens qui sont ici à Kinshasa. Quand vous voyez que leurs entreprises sont florissantes et ils viennent ici en masse. Ils sont en train de croître, pas simplement eux-mêmes, les Chinois. Comment ça veut dire que nous... Vous savez, je vais vous donner un secret, cher entrepreneur. Vous savez que tous ces Chinois, les Libanais que vous voyez là, ici, il y a des députés qui sont derrière. Raison pour laquelle la sous-traitance règne toujours au Congo. Il y a pendant la campagne électorale, vous verrez que ces gens-là cotisent pour donner aux certains candidats, pour battre campagne. À la fin, ils vont voter des lois en faveur des Chinois et les Indiens. C'est que nous voyons actuellement dans notre pays. Raison pour laquelle vous verrez que quand il y a un entrepreneur, un Congolais qui n'arrive pas à subventionner les candidats députés, il ne sera nulle part après la législature. Nous avons des assemblées provinciales, des assemblées nationales, une assemblée nationale ou soit Sénat qui travaille au profit des Indiens et les Libanais. Ils sont dans la Étant donné qu'il n'y a pas cette indépendance entre la législature et les Indiens et les Libanais, nous allons toujours subir cet esclavagisme économique. Mais vous savez, vous avez parlé de la Chine. Vous savez, la Chine, on dit, c'est le capitalisme étatique. La plupart des banques en Chine, ce sont des banques d'État, mais qui accompagnent les entrepreneurs. Là où ils partent commerciales. Oui, la plupart des banques qui financent l'État chinoise et derrière. Mais nous, ici, nous devons avoir ce qu'on a cultivé, les cultures de ce qu'on appelle l'intelligence économique. Lorsqu'on a un Congolais et que nous comprenons qui se sort ses difficultés, mais il est déjà dans le secteur marchand ou comme un entrepreneur, il faut l'encadrer. Par exemple, mon compatriote parle de l'agriculture. Mais l'agriculture, pour faire avancer l'agriculture, c'est un écosystème. Nous devons avoir les transporteurs, nous devons avoir les coopératives agricoles, nous devons avoir une banque agricole, nous devons avoir les transformateurs dans le territoire. Parce qu'à l'époque, par exemple, Pelzet qui faisait l'huile de palme, mais à un moment, il y avait Massavco pour transformer. Nous avons Palmenco aujourd'hui qui transforme. Donc c'est comme ça. Si l'agriculture, il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas le transporteur, il n'y a pas le financier, il n'y a pas celui qui regroupe pour donner cette culture à des exploitations professionnelles, pas des exploitations type familiale avec des hectares, 3 hectares, on ne marchera pas. Donc c'est quoi le vrai problème? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant professionnaliser nos gestes. Nos gestes ne sont pas professionnalisés. C'est d'où la nécessité de faire ce qu'on appelle, le conférence sociale entre les acteurs de l'économie qui sont aujourd'hui à la démocratie du Congo. Il ne faut pas que ça reste une discipline d'amphithéâtre. Maintenant, il faut qu'on parte dans la partie audacieux et pratique en discutant. Le président de la République, par exemple, entre autres, doit vraiment prendre langue avec des acteurs. Il ne faut plus qu'on continue avec... donc, on a plein de syndicats. Non, il y a des syndicats qui sont ici. Il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas représentés là-bas. Donc, il faut maintenant, ce que vous voyez du côté congolais, non, ça devient rare d'abord. Les entrepreneurs qui ont opinionnerie en démocratie du Congo. Et c'est aussi de l'aborder, ce sont des experts. Ils peuvent apporter aussi des solutions. C'est comme ça, un ministre sectoriel, par exemple de l'économie et de finances, dans des périodes de crise, quel est son ami? Ce sont les chefs d'entreprise. Il faut passer plus de temps autour des entreprises pour comprendre le vrai problème des entreprises. L'économie ne peut pas rester un truc de livre avec des colloques où on commence à réciter. Non, il faut sur le terrain. Il faut du prototype. Il faut permettre à ceux qui sont sur le terrain qu'on puisse avancer. Et puis aussi, il faut donner ce qu'on appelle les sanctions aux entreprises qui ne jouent pas le jeu. Par exemple, les grandes entreprises portefeuille qui devaient être les clients chez les petites entreprises, mais 3/4 ne jouent pas le jeu. Donc il faut maintenant contrôler rationnellement les choses en démocratie. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats. Donner un canevas de travail à chacun, chaque secteur et chaque ministre. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer l'action collective économique de la démocratie du Congo. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala, le DG de SAG Spécial Auto Garage, une entreprise qui est dans beaucoup de secteurs, hein, qui est en train de grandir. Le valet de l'ingénierie congolaise. Maître Cédric Bienguele, merci beaucoup de votre... C'est vraiment un plaisir partagé. Un plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous dans ce numéro. Nous avons rendu hommage à M. Chérubin Okende qui nous a quittés dans des circonstances floues et affreuses. En tout cas, nous prions que la vérité soit rétablie dans cette affaire. Nous avons foi que la justice mènera à bien cette affaire et que toute la lumière sera faite. Que son âme
repose en paix. Excellent week-end, messieurs, dames. On se retrouve donc le lundi prochain avec le même plaisir. En tribune, c'est votre magazine qui sera toujours là pour vous apporter de la plus-value. Allez, à très vite. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.